mémoire de l'immigration berbère en France, c'est à la fois la marque d'une présence vieille de près d'un siècle et d'une culture qui s'est transmise de génération en génération par des pratiques ancestrales telles ces assemblées de village ou djema'a, par des activités culturelles diverses, théâtre, littérature, chansons, et par l'apprentissage de la langue. En France, notre revendication culturelle a revêtu des formes différentes, et ce, depuis la fin des années 1920, où les premiers militants nationalistes algériens, majoritairement kabyles, refusaient la domination arabo-islamique au nom d'une Algérie qui ne serait ni exclusivement berbère ou arabe, mais tout simplement algérienne. Avec 1962, c'est la fin de cette longue nuit de peur et de silence imposée à la question berbère par un nationalisme étroit. C'est aussi une nouvelle immigration, familiale, rajeunie et féminisée. La langue amazigh, savez-vous qu'elle est parlée par un nombre de personnes qui va de la presque oasis de Siwa, à la frontière libyco-égyptienne, jusqu'aux îles Canaries, dont la capitale porte encore le nom d'Amazigh qui s'appelle Tinériffe. D'après ce que nous connaissons cet idiome-là, il serait un héritage chamito-hamite qui rejoint les civilisations anciennes transmises oralement de génération en génération. Et les écoles naturellement diffèrent sur l'affinité qu'ils auraient avec les langues caucasiennes ou la langue sud-arabique au Yémen. Mais néanmoins, l'origine remonterait à peu près au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. La situation ancienne où le berbère occupe toute cette aire géographique du Maghreb-Sahara est stable et dure à peu près, grosso modo, jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire précisément jusqu'à l'arrivée des Arabes et de l'Islam. Progressivement vont arriver des populations de langue arabe, venues du Moyen-Orient, surtout à partir du Xe, XIe siècle, qui vont s'infiltrer dans l'ensemble du Maghreb et principalement dans les zones de plaine, dans les zones de plateau, dans les piémonts sahariens, et vont en quelque sorte progressivement, en 4-5 siècles, submerger toutes les régions anciennement berbérophones d'accès facile. Quand on parle du berbère à l'heure actuelle au Maghreb-Sahara, on pense surtout aux grosses régions berbérophones qui comptent plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes. Et si on essaye d'énumérer ces grandes régions berbérophones, elles sont au nombre de 5 ou 6. C'est pour l'Algérie, bien sûr, principalement la Kabylie, secondairement les Aurès avec les populations de Chaouia, le Mzab aussi avec son petit groupe de 7 oasis berbérophones. Pour le Maroc, le Rif, sur la côte méditerranéenne, l'ancienne zone, essentiellement l'ancienne zone sous protectorat espagnol, le Maroc central, essentiellement le Moyen Atlas, et puis tout le sud marocain, du Haut Atlas, l'Anti-Atlas et le Souss, qui représente ce qu'on appelle le dialecte tachlhite. Voilà donc pour, je dirais, le monde berbérophone nord. À ceci s'ajoute un autre grand groupe méridional, à cheval sur 5 pays pratiquement, l'Algérie, le Niger, le Mali, un petit peu le Burkina Faso, des bribes au Nigeria et au Tchad, qui sont les Touaregs. Un bon million de Touaregs donc dans les zones méridionales. Les Berbères se situent au fond dans une sorte de carrefour. D'une part, par le sud, l'Afrique. Et ils sont essentiellement, fondamentalement, d'abord africains. Ensuite, le monde arabe, par l'islam particulier, la civilisation arabo-islamique. Et enfin, la civilisation du monde méditerranéen.
Alors on a donc là 3 pôles d'influence possible et d'échange avec le monde de la berbérité. On a pu constater que, et on le voit, les structures sociales du sud, des berbères du sud, par exemple des Touaregs, sont beaucoup plus souples pour le statut de la femme que celles des berbères du nord, pour ne prendre que l'exemple des Kabyles et des berbères marocains. En Occident, on a coutume de parler de peuples civilisés lorsque ces peuples ont laissé des grandes pyramides, des monuments, etc., des bâtiments, alors que là, l'œil occidental, quand il a découvert la Camélie, en fait, il a trouvé un certain désert, des petites maisons, des petits bourricots, des petits baux vraiment minuscules. Là, j'essaie de remémorer un peu mes lectures. Donc on s'est dit c'est un peuple qui n'a pas de civilisation parce que il n'a pas de monument au centre du village, il n'a pas créé de grands bâtiments, etc. Alors que tout est sous-jacent, tout est dans la nuance, tout est caché. Et on retombe d'ailleurs dans ce que pouvait considérer l'Europe comme étant des gens sans foi ni loi ni roi, parce qu'on ne voyait pas le curé, on ne voyait pas le monarque, et on ne voyait pas les institutions politiques de manière concrète. On aurait pu se demander pourquoi nous n'avons trouvé d'immigrés algériens qu'au début de ce siècle, alors que la France était présente depuis 1830. Moi, j'ai parlé beaucoup d'émigration de la faim, ce qui est vrai, mais si cette émigration ne s'est pas produite beaucoup plus tôt, c'est d'abord parce qu'il y a eu des relations conflictuelles avec la France. La France n'était pas arrivée pacifiquement, donc c'était l'ennemi. Il ne faut pas oublier que la Kabylie n'a été envahie qu'en 1952, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 20 ans après l'arrivée des Français en Algérie. Donc c'était un peu l'ennemi d'hier, l'ennemi potentiel. Et aller en France, c'était se rendre dans le pays de l'impur. Et avant, quelqu'un qui vient en France, c'était un déshonneur. Il faut avoir des dettes, il faut les payer, ou faire à quelqu'un un crime, voilà. Parce que moi j'étais à l'école à l'âge de 6 ans. Les enfants, quand je jouais avec les enfants, ils me disaient tiens, parce qu'évidemment, ton père il est en France. Je dis non, non, maman, il ne faut jamais dire que ton père il est en France. Il est à Oran ou à Constantine. Parce que là-bas c'est payé chez nous. Alors les enfants ils me disent oh si, ton père il est en France. Alors, en venant à 5-6 ans, quand je pleurais, je dis à ma mère, c'est vrai, mon père il était en France. Je dis non, il est à... Ben, ça m'a marqué, au fer chaud. Et c'était en 1930 Avant, 30, c'est ça, mais je suis né en 24. Exactement, en 1930. Donc en 1930, ça se criait pas sur les toits qu'on était en France. Ah, non. Vous êtes resté, vous, dans votre village, jusqu'à quel âge? À l'âge de 20 ans, j'ai passé... La première fois que j'ai passé mon service militaire, c'était, enfin, le conseil de révision, c'est à Fort National. Je n'ai jamais sorti du village. Je ne connaissais même pas Tizi Ouzou. Du tout. C'était un tout petit village? Un tout petit village de 150 ou 200 habitants. Je suis arrivé ici en France, on m'a donné une banane, je ne connaissais pas ce que ça veut dire la banane. Je me trouve avec tous les lampes, j'ai un peu... Je suis dépaysé, quoi, c'est le cas de le dire. Mais non, sans ça, le français, je parlais un peu le français, j'ai écouté et Il est venu pour 2 ans, 3 ans, non, pour voilà, ramasser un peu d'argent pour j'ai dit le maximum pour de la 3 ans. dot, pour se marier. Parce que pour me marier, voilà, c'est comme l'Arsinaoui, il dit qu'on aura, c'est quoi, c'est un Arsine, tu auras la noulèche. L'Arsinaoui, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que ça touche les personnes. Parce que ma mère, elle était des années sans mon père tout le temps en France. Alors ça, voilà, vraiment, ça touche. Qu'est-ce qui vous touchait dans ces chansons? Ah, ça me rappelle quand, par exemple, quelqu'un qui laisse sa femme au pays,
Évidemment, une fois ici, vous savez, on change d'un moment à l'autre, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Ça, c'est pour ça, quand je me suis marié, 15 jours après, il est venu avec moi. Ça, je ne peux pas me séparer de ma femme ou de ma famille, comme ça. Vraiment, c'est triste. Quelqu'un qui laisse les enfants là-bas, sa femme, c'est quelqu'un qui a une ulcère à l'estomac. Quand vous êtes arrivé là, vous êtes venu alors 7 du même village. 7, voilà. Et vous êtes arrivé où alors? Alors, on est arrivé à la porte Saint-Cloud, c'est-à-dire à la gare de Lyon plutôt. La gare de Lyon, on est venu jusqu'à la porte Saint-Cloud, la porte Saint-Cloud, on est venu jusqu'à la porte Saint-Cloud, on dit tiens, peut-être, le métro n'est pas continué jusqu'à Boulogne-Billancourt, c'est après qu'on s'est renseigné, on était jusqu'à Boulogne-Billancourt, ils appellent ça la rue Yves Kermen. C'est là qu'il y avait un genre d'hôtel des gens de chez nous. Parce que là, on cède entre nous, là, c'est ça le problème. Alors, aujourd'hui, on mange chez quelqu'un, le lendemain chez l'autre, ainsi de suite, jusqu'à qu'on trouve du travail. En 46 المكذيين en 46 مي ساعة يقولوا janvier février mars avril en 15 avril 46 مكذيين قلت القرة الجزائر وسحت رغا كيدين حتى رغا الجزائر. Qu'est-ce qui t'a décidé de venir ici? C'est moi. C'est toi qui voulais venir? Et pourquoi tu voulais venir? Quelle idée? Parce que moi toute ma famille n'a pas été à l'école. Un souffert atroce. J'ai pas été à l'école, jusqu'à présent, ni lire, ni écrire. J'ai 14 ans, je ne sais pas lire, ni écrire. Alors je lui dis, ben moi je vais y aller n'importe quel pays. Mon fils, j'ai un fils, il ne faut pas qu'il soit comme moi, ni comme toi. Il faut qu'il sache lire et écrire. Et c'est la vérité que je dis ça. La France métropolitaine, tout en limitant l'immigration, a aussi pris des mesures incitatives. À partir du moment où la conjoncture économique l'imposait, la France a fait appel à la main-d'œuvre coloniale, puisque les Algériens étaient des sujets de la France, donc il y a eu des réquisitions. Un décret de 1915 avait réquisitionné des gens, c'est-à-dire qu'on a obligé dans des villages des individus à émigrer pour reconstruire la France. D'autre part, à partir de 1916, un autre décret, je crois du 16 mai, 14 ou 16 mai, qu'importe, avait créé plutôt un service de la main-d'œuvre coloniale auprès du ministère des Armées, alors vous voyez quand même c'était important, qui était chargé de recruter dans les colonies tous les ouvriers qui manquaient à la France. La France, au début du siècle, rappelez-vous, il y avait la Première Guerre mondiale. Cela compensait en quelque sorte les effectifs français de main-d'œuvre qui étaient tombés pendant la guerre. Vous voyez, donc c'est des causes donc doubles, à la fois cause économique de la part des Kabyles, parce qu'ils habitaient des régions très pauvres, et en même temps des incitations de la part de la France en fonction donc de ses besoins économiques. Entre 1914 et 1918-19, on a recensé à peu près 80 000 Algériens en France, mais dès le départ, on s'était rendu compte que cette immigration provenait de deux départements, le département d'Alger et le département de Constantine. Ces deux départements à eux seuls fournissaient 87% de l'immigration en France. Et si on prend le département d'Alger, on se rend compte que les immigrés de Tizi Ouzou représentent 88%. Vous vous rendez compte, 88% des gens originaires du département d'Alger sont de Tizi Ouzou, donc des Kabyles. Et si on prend le département de Constantine, donc ce qu'on appelait la petite Kabylie, là on trouve 47% d'immigrés qui sont originaires de Bougie.
Alors vous voyez, donc cette Kabylie qui est à cheval sur les deux départements Alger et Constantine a fourni l'essentiel de l'immigration algérienne. Et là, on peut trouver, là encore, deux causes. On a expliqué tout à l'heure qu'il y avait une cause économique certaine, mais dans les anciens écrits, j'ai trouvé ça assez amusant. On a un peu privilégié les immigrés kabyles parce qu'on a dû en voir quelques-uns qui avaient les yeux bleus, et on s'est dit voilà des gens qui sont proches de nous, qui ont la peau blanche et qui sont peut-être beaucoup plus assimilables que les autres immigrés arabophones, compte tenu de toute l'idéologie qu'on a développée sur les Arabes et l'Empire ottoman. Donc on a un peu peut-être favorisé les Kabyles sur le plan administratif, mais il est certain que le besoin se faisait sentir là aussi, parce que c'est une région de montagne et que nous avons affaire ici à des fellahs ou des enfants de fellahs qui n'avaient pas de travail et qui étaient en proie à la fois à la misère, surtout au début du siècle, et à l'oisiveté. On habitait rue Petit, au 19 rue Petit, dans le 19e. À l'époque, il n'y avait pas d'Arabes en France, pour ainsi dire. Très, très rare, des Arabes. Il n'y en avait pas. Dans la région parisienne, à l'époque, il y avait peut-être 3 000 ou 5 000 Algériens, c'est tout, dans tout le département de la Seine. Ce n'était qu'à partir de 1926 que il y avait beaucoup qui venaient, parce que ceux qui sont retournés là-bas, les premiers qui sont retournés au pays, ils avaient fait la guerre, ils avaient fait les tranchées, tout ça. Alors, ils se sont dit, c'est le paradis là-bas. Petit à petit, ils venaient travailler à la cour, à Aubervilliers, à Saint-Denis. Nous, les gars de Front National, ils sont tous centralisés ici. Ils étaient ou commerçants, ou alors ils sont à Saint-Michel, rue Saint-Jacques, un café de Front National. Il y avait un autre café, rue Chartres à Barbès. Il y avait un autre, rue Pajol. Mais tout ça, c'est des gars de Front National. Mais nous étions accrochés comme des wagons, ou c'est le beau-frère, ou c'est le cousin, parce qu'on s'écrivait, où il y a le paradis, il faut venir. La société kabyle est bien structurée. Les individus font partie d'un groupe de parenté qui fait que les hommes, surtout, sont interchangeables. C'était à la famille de décider qui il fallait envoyer en émigration pour gagner de l'argent qui servira à tout le monde, à l'ensemble du groupe de parenté. C'est pour ça qu'il y avait un système de rotation sur lequel on pourrait revenir, puisqu'on se remplaçait dans la même famille en exil pour justement soulager le poids de cet exil et éviter peut-être des problèmes de réinsertion lorsque l'immigré revenait au pays. Samedi et dimanche, je leur écrivais des lettres. Je fournissais à l'encre. Il y avait de l'encre, les plumes, tout ça, c'est moi qui achetais ça. Le papier, et j'achetais que le timbre. Des fois, quand ils envoyaient un mandat, à l'époque, il n'y avait pas la semaine anglaise. Alors, le samedi, j'allais à la poste avec eux, ils envoient 200 francs, 300 francs. Donc, je leur disais, voyez, moi, je vous fournis du papier, je vous fournis de l'encre, tout ça. Et puis, je ne travaille pas, alors c'est 2 francs. Dans les lettres que tu écrivais, est-ce que des fois il y avait des tractations, des explications sur la dépense de l'argent? Oui, il disait que, par exemple, avec les 300 francs qu'il a envoyés, ils ont acheté un mouton, un âne, une brebis. C'est surtout des animaux. Parce que les terrains, ils ne pouvaient pas acheter de terrain, et puis chez nous, ça ne se vend pas comme ça. Les terrains se vendent en famille. Il faut consulter d'abord les proches parents pour s'annoncer, pour être acquéreur de ce terrain-là. C'est pas comme ici où vous vendez la tablette à vous, non, non, là-bas, non. Les terrains, ils reviennent à la famille.
si quelqu'un a besoin de vendre, par exemple, un terrain, il prévient toute la famille. Qu'est-ce qu'il pourra acheter? Là, si personne n'a de l'argent pour payer, eh ben, ils vont dans un étranger. Et notre village, c'est une communauté comme il n'y en a pas nulle part. Quelqu'un ne va pas dire pourquoi tu as fait perdre tes animaux dans mon champ. Je me suis rendu compte, comme beaucoup d'autres chercheurs, que lorsqu'on arrive dans un nouveau milieu, on a tendance à recréer l'ancien. Ce qui est intéressant dans le cas des Kabyles, c'est qu'ils sont originaires de sociétés très bien structurées. Ce qui fait que machinalement, on va recréer cette société dans l'exil, puisqu'on a recréé même les fameuses djema'as, qui, dans un village kabyle, prend la plupart des décisions. C'est à la fois une assemblée guerrière, si on remonte loin dans le temps, c'est une assemblée, j'allais dire législative, puisque c'est elle qui édicte ou qui applique les fameux qanoun, donc les règlements de village. C'est enfin une assemblée juridictionnelle, parce que c'est elle seule qui rend la justice, une sorte de justice populaire. Cette assemblée nous montre bien que les régimes politiques kabyles sont d'inspiration démocratique au départ, mais que progressivement, dans la pratique, cela a plutôt évolué vers une sorte de gérontocratie, puisque ce sont les vieillards qui prennent les décisions, ce sont les aînés. Et on peut dire que ce n'est pas tout à fait une assemblée démocratique aussi, parce que la moitié tout de même de la population, les femmes, ne sont pas admises. Donc ils ont apporté ce système dans l'immigration. Oui, ils ont apporté ce système, mais on n'a pas appelé ça la djema'a dans le monde de l'immigration en France, mais plutôt, j'essaie de trouver le terme adéquat, ce sont des réunions pratiquement hebdomadaires qui se faisaient, mais ces réunions avaient la forme de la structure de la djema'a, parce que ce sont tous les immigrés de tel village qui se réunissaient, mais ils n'avaient pas pour fonction d'édicter des règles, mais c'est la fonction juridictionnelle peut-être qui restait le plus, parce que je m'étais rendu compte que lorsqu'il y avait un problème de délinquance, il était réglé par les immigrés eux-mêmes. C'est une manière de conserver peut-être aussi la culture kabyle, c'est une manière de pratiquer l'entraide, c'est une manière, on pourrait reprendre tous ces éléments, c'est une manière aussi d'alléger le poids de l'exil, que de se regrouper, que de recréer un peu les conditions du village. Tous les premiers dimanches du mois, donc il y a un rendez-vous, disons, fixe, où tous les hommes, donc en âge de travailler, se retrouvent dans un café pour discuter justement de toutes les questions concernant le village. On parle surtout donc des cotisations quant au rapatriement des morts. On parle aussi de tous les travaux qui peuvent concerner le village, ramener de l'eau par exemple dans la montagne, de capter des sources et de faire des conduites, de parler de l'assainissement du village et de parler en général de toutes les questions concernant la vie du village. Donc si vous voulez, la djema'a du village trouve une sorte d'une djema'a, une petite sœur un peu dans l'immigration, et ces deux djema'as ne sont pas opposées, elle est plutôt complémentaire. Les décisions fondamentales sont prises par le comité du village sur place. Même si il y a une djema'a à Paris, comme il peut y en avoir une autre à Marseille, comme il peut y en avoir une autre dans une autre ville de France où il y a des gens du même village, mais au fait, il n'y a qu'une seule djema'a avec, disons, des sortes de délégations, comme ça, aussi bien à l'extérieur qu'en Algérie même. Les réunions des gens du village se passent au café, parce que bon, ces choses-là remontent au début donc, de l'immigration, enfin, des premiers arrivants. Le café, c'est pas uniquement un café où on vient consommer, c'est comme si on allait sur la place du village. C'est là où on rencontre les gens du village, c'est là où on a des nouvelles
donc, du pays. C'est là où peuvent se rencontrer des gens du même village. Donc le café a un rôle beaucoup plus important que le simple endroit convivial où on va consommer, on va rencontrer les copains. Mais il a aussi un rôle de regroupement. Quand on a un coup de nostalgie du pays, la première chose qui nous vient à l'esprit, bon, c'est d'aller dans un café de notre village. Et là, on est sûr de rencontrer les gens de notre village, d'échanger, de discuter, d'avoir les dernières nouvelles, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui s'est passé, les deuils, les fêtes, donc c'est tout ça. Il n'y a que des hommes qui se réunissent dans la Jama'a. C'est que c'est au fait le père, le frère aîné ou le vieux de la famille qui vient à la Jama'a représenter sa famille. C'est évident que les femmes sont exclues. Leur intervention, elle est plus, je dirais, en amont. Il y a les décisions donc, qui sont discutées dans la famille, mais le porte-parole à l'extérieur, c'est toujours l'homme. Mais les femmes, elles jouent quand même un grand rôle parce que, au fait, dans les familles donc, immigrées, particulièrement de notre communauté, donc en France, les alliances et les désalliances, c'est surtout les femmes qui les font et qui les défendent. Les morts, donc depuis que les immigrés sont en France, on a toujours rapatrié nos morts. C'est que quelqu'un qui peut mourir à Metz, à Paris, à Marseille, il est toujours enterré dans son village. Les gens sont rapatriés s'ils cotisent, normalement. Mais il arrive que des gars, donc des hommes qui vivent un peu leur vie coupée un peu de la communauté, donc du bistrot, du village ou de la Jama'a. Alors ces gens-là qui ne cotisent pas, c'est la communauté qui va cotiser pour cette personne-là, pour qu'elle soit rapatriée dans l'honneur, pour qu'elle retrouve son sol, qu'elle retrouve sa famille, pour être enterrée dans l'honneur. On n'a pas le culte des morts en Kabylie. Hein. Les cimetières, les machins, c'est ce qui m'étonne, moi, quand il y a des pieds noirs qui disent « Ah, nos cimetières, ils sont détériorés et tout ». Mais les cimetières kabyles aussi sont détériorés. On n'a pas du tout le culte des cimetières. Moi, j'ai jamais été revoir la tombe de ma mère et de mon père. D'ailleurs, je suis incapable de le savoir, puisqu'il n'y a pas de nom. Enfin, dans mon village, dans ma région, les morts sont tous identiques. Hein. Les tombes sont toutes identiques. Hein. Y a pas on ne les reconnaît pas. Hein. Je me porte pas plus mal. Qui est le fondement de l'Algérie, parce que cette langue véhicule son histoire, sa personnalité, son génie propre, son patriotisme, ses réalisations de tous les jours. Cette langue, grâce à la CD, grâce à l'enseignement d'hommes comme Mouahia, par exemple, grâce à des productions théâtrales qui se font dans les pires difficultés et qui ont un grand succès ici et qui pourraient avoir un succès encore plus grand en Algérie, parce que la place en définitive devrait être en Algérie. Grâce à la chanson, grâce à ces maquisards de la chanson, dont Farhat, dont Idir et dont bien d'autres, que vous commencez certainement à connaître, que vous connaissez même depuis longtemps, grâce à toutes ces forces qui nous est même difficile de recenser aujourd'hui, on peut dire que l'Algérie a retrouvé son souffle. La culture commence d'abord avec la mère, hein. C'est fondamentalement la mère qui est porteuse, la première de la culture. Et c'est elle qui commence à apprendre les premiers mots à l'enfant. Et ces premiers mots constituent l'apprentissage premier de l'initiation culturelle. Puisque peu à peu, il va donc grandir et peu à peu, il va s'initier aux valeurs et aux normes, aux modèles de la culture en question dans le cadre de la société globale.
En immigration, c'est difficile de parler de transmission directe parce que nous sommes hors de la société globale. La société globale qui avait donc des bases matérielles qui servaient de support à cette culture. Et en dehors de cela, il faut que ce soit des individus qui transmettent un certain nombre de choses à leurs enfants. La première de ces choses à transmettre, de valeurs, donc de normes, etc., de modèles, c'est la langue. Alors, la langue, c'est le premier capital qui définit une culture, encore que ce ne soit pas le seul. Bien des gens ont oublié, veulent faire oublier, que le mouvement national est né ici, en France, et plus particulièrement à Paris. Si vous allez un jour rue de la Guerre, aux environs du numéro 50, vous verrez un marchand de fruits et légumes. C'était là l'association qui s'appelait l'Étoile nord-africaine. Bon, Monsieur Boisis, vous pouvez me raconter un peu cette histoire de ce journal du MTLD? Oui, parce qu'à l'époque, on était tous du MTLD, des militants de cette organisation, et qu'ensuite, avant cela, on avait un journal qui s'appelait l'Étoile algérienne. Le directeur, c'était M. Boulaye. Et après cela, ils ont fait un autre journal qu'ils ont appelé le Maghreb arabe. Et nous, dans toutes les sections, on s'est opposés. 15e, 18e, Saint-Denis, partout. On a dit non, on n'accepte pas ce sigle. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gênait dans ce sigle? Le Maghreb arabe. Pourquoi? L'Algérie, elle ne peut pas être ni arabe ni française. Elle est algérienne, et puis c'est tout. Nous sommes ce que nous sommes. Alors on l'a refusé. On le bloquait dans les sections, même on le brûlait, on le jetait dans les poubelles. Et on avait des comités qui surveillaient le quartier, parce que des fois ils envoyaient des types pour le vendre. Et nous, on les enlevait, et on les faisait descendre dans les métros, ils partaient. Et ensuite, il y a eu la scission. Mais cette scission, elle s'est faite sur un plan politique, sur un plan culturel, sur un plan linguistique? Non, c'est culturel. C'est-à-dire, vous pouvez m'expliquer ça un peu? C'est-à-dire, ça a commencé quand ils ont créé ce journal. Oui. Nous, on n'a pas admis, on n'a pas accepté, et puis l'affaire s'est pourrite comme ça, et puis il y a eu la grande réunion avec tous les responsables du MTLD de l'époque, et après cela, il y avait mes saluts en personne qui étaient venus. On a essayé de voir, ils ne voulaient pas nous recevoir, ils voulaient qu'on passe par Abed, par la fédération, et nous, on ne l'a pas accepté. Et aussitôt après, quand il y a eu le FLN, nous, automatiquement, on a commencé à amener des militants pour le FLN. Et ici, dans ce café-là, on s'est réunis avec eux. Ce café-là, donc c'est un lieu historique un petit peu? Ah, c'est un lieu historique, ouais. On s'est fait arrêter, on était 385 personnes à l'époque. La majorité, c'est des commerçants kabyles qui nous ont envoyés en Algérie. Constantine, un peu partout, quoi. Moi, personnellement, j'ai été à la prison civile de Constantine, le Koudia. De là, on a été dans un autre camp, le Hama. C'est un camp de torture. De là, on a été dans une caserne militaire, Mansoura. Et de là, ensuite, on a été au camp de Jolf. On est arrivé là-bas, 2-3 jours après, nous avons fait une petite fête de réception. Et il y avait le Oujna qu'ils appelaient là-bas à l'époque. Le Oujna Hari, je crois que c'est une direction, quoi, locale dans le camp. Et le chef de cette Oujna, c'était un nommé Alilet, qui était, je crois, instituteur à l'époque, en français, quoi. Et son père, je crois que c'est un Bachar. Alors, quand ils nous ont reçus, ils nous ont fait des gâteaux et tout ça. Voilà, on est content que vous êtes des Arabes, que vous êtes des musulmans, on vous a ramené dans votre pays. Et à part de, mais voilà, on vous voit, vous parlez tout le temps kabyle, vous savez, le kabyle est défendu dans le camp. Alors il y avait Hibouch, un type, il était parmi nous. J'ai dit, on va lui répondre. Il dit, non, laisse-le, demain on verra ça. Et puis ensuite, on s'est réunis tout seul, les types de France. On ne parlait pas l'arabe, on parlait kabyle et français. Ensuite, ils nous ont rappelé. On a été voir l'oujna du camp.
Ils disent, comment on vous a dit de ne pas parler, pourquoi vous parlez en kabyle? J'ai dit, écoute, est-ce que c'est une directive locale ou là, elle vient de l'extérieur? Elle dit, non, c'est local. J'ai dit, non, on ne vous reconnaît pas. Nous sommes assez nombreux. Par conséquent, il faudrait qu'on ait nos responsables à nous, qui siégeront avec vous dans cette direction. Je dis, si ça vient de l'extérieur, si ça vient de Krim el-Qassem en personne, ça sera à discuter. Comment? Nous sommes ce que nous sommes, on parle la langue que nous connaissons. On parle l'arabe, le français, le kabyle. Maintenant, si vous ne le savez pas parler, vous viendrez, on vous apprendrez. Et le lendemain, tout le monde était... Et 85% peut-être, c'était des kabyles dans le camp. Tout le monde parlait kabyle. Ah oui, mais il fallait lutter. Pour faire un crème, bon, nous, on peut faire un mélange de lait, un mélange de café, ça donne un crème. Nous, on nous demande de devenir le sucre. On nous demande de nous dissoudre. On n'accepte pas ça. Nous, on propose aux gens de fusionner. On leur dit, voilà, soyez le café, nous sommes le lait, on va créer un crème. Nous, on ne veut pas devenir le sucre. On ne veut pas être dissous. Moi, quand je suis parti de la Kabylie, c'était un peu vraiment pour quitter le clan, pour quitter cette conception de la tribu, des choses. Les gens, enfin, des Kabyles, généralement, on a tous on s'étouffe les uns les autres. Et moi, je voulais absolument quitter ça. Quand j'étais gosse, je voulais pas du tout reproduire ce système. Je voulais absolument partir. Quand je suis arrivé ici, donc la déception, c'était de me retrouver exactement dans le même système social que ce que j'ai quitté en Kabylie. Donc, quand j'ai eu l'occasion de les quitter, ben, j'ai quitté. Je ne suis jamais retourné, quoi. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais un peu isolé de ce point de vue. Mon père, sa famille, c'est une tribu. On est une tribu. Et pas de tribu dans le sens grande famille italienne, etc. On est tribu. Et en plus, dans la famille de mon père, je sais que dans la famille de mon père des Cassel, le chef de la tribu, c'est mon père. Je le sais. Pourtant, il ne voit pas sa famille, hein. Comment je le sais? J'en sais strictement rien. Peut-être parce que par bribes, tu vois, j'ai vu quelqu'un qui est venu un jour, sa sœur un jour m'a parlé, ou un truc comme ça, mais je sais que mon père, c'est le chef de la tribu, des Cassel. Je sais, Ali Ben Meziane Cassel. D'abord parce que je vois le respect des gens quand ils lui parlent, et quand on me disait, t'es le fils de Cassel, toi? T'es un Cassel, t'es le fils de Ali Ben Meziane? Je lui fais, oui, je suis le fils d'Ali Ben Meziane. Et je sais que mon père, c'était une sorte de chef de tribu, déjà, même quand il était plus jeune. Dans mon spectacle, à un moment donné, je dis toujours, moi je connais Rambo. Et je dis, Rambo, c'est mon père. Alors bien sûr, éclat de rire dans la salle. Puis il y a toujours, bon, trois petits maghrébins devant qui se marrent et tout ça. Je fais, non. Je fais, c'est comme si toi, là, je prends un petit môme de 16 ans, je fais, t'as 16 ans, je vais te filer 500 balles, une valoche, tu vas partir à Pékin, plein milieu de la Chine. Attention, tu reviens plus. Il faut que tu te maries, que tu fasses des enfants, tu te débrouilles pour parler la langue chinoise, et que tu restes, et que tu travailles, et que tu vives jusqu'à la fin de ta vie là-bas. Tu le fais? Mais non, mais il me fait, attends, pourquoi je pars? C'est ce que mon père a fait. Il est parti d'un village de Kabylie. Déjà, quand il arrivait à Alger, c'était New York. Il parlait pas l'arabe. Et non seulement, c'est pas qu'il reste à Alger, il a pris un bateau pour partir dans le nord, où carrément c'est Mars. Et malgré tout ça, je suis là pour t'en parler. Et je peux t'assurer que ce courage, je sais pas où ça sort, ce courage. Peut-être, si je crevais de faim, peut-être. Mais, et même, c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de voir les choses. Parce que je trouverais toujours un truc à faire, je sais pas. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir vécu confortablement. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Parce que je te promets qu'aujourd'hui, tu me dis, vas-y, pars en Australie, fonde une famille, émigre. Tu vois, pour moi, les émigrés sont les derniers Romains, quoi, sont les derniers héros. Faut quand même penser. Un jour, je lui dis à mon père, mais comment t'as fait dans le métro? Comment t'as fait dans le métro pour demander ta route et tout ça? Je dis, comment t'as fait? T'as un papier? Comment t'as fait pour parler aux gens? Il me dit, je demandais. Et puis je dis, mais comment? Et puis, mais on t'a mal répondu des fois. T'en as pas eu marre, tu t'es pas cassé. Moi, comment je me serais cassé? Il dit, non. C'est un jeune homme. Il n'est pas 42 ans, c'était un môme comme moi. 16 ans. Alors 16 ans, moi, carrément, je pensais à jouer au ballon, tu vois.
Il me fait non, je me suis débrouillé, puis j'avais un cousin, bon, il m'a montré, puis... Mais tu vois, c'est bizarre. Et ça c'est le respect. Et je sais que quand dans la salle, je le dis, après avant la chanson du Kabyle, je leur dis les mots, peut-être votre père, si vous avez en plus, comme le mien, il parle pas beaucoup, il est dans son coin et tout, mais je dis regardez-les mieux. Parce que tout ça, il l'a fait, quoi. Et nous, on l'a pas fait. Et en plus, on en est même, ça se trouve, pas capable, quoi. Et ça, c'est déjà ça. Il y a une vision qui change. Alors ça, déjà, pour moi, c'est le respect, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont du respect pour Ali Ben Meziane Cassel. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais déjà, à mes yeux, moi, ça, chapeau. J'ai écrit une chanson qui s'appelle La chanson du Kabyle, parce que tout de suite, je me suis aperçu que moi, j'étais un mutant. J'étais un mutant dans la mesure où je suis né en France, j'ai vécu aussi bien avec Reggiani, avec Brassens, avec Molière, avec tous ces gens-là, que j'ai aimé, appris, mais aussi bien avec des gens comme Ranka, comme mon père, comme tout ça. Donc j'ai une double culture qui se mélange en moi et qui fait une alchimie, et quand ça sort, ça fait mes chansons. Mais je voulais appuyer dans la chanson du Kabyle, où je dis mon fils, tu es né, alors je n'ai pas de fils, encore, un matin de printemps, venu pour perpétuer la race de mes parents, parce que je me suis dit, bon voilà, la génération de mon père, c'est la génération de mon père. Moi, je suis carrément différent. C'est-à-dire, je ne suis même pas une génération qui a évolué. Je suis carrément un martien à côté de mon père. Je ne parle pas le kabyle, je ne parle pas l'arabe, je parle que le français. Je vais avoir un fils. Ce fils va peut-être avoir un autre fils. Et qui va se souvenir qu'il y a 110 ans ou 120 ans, il y a un type qui est descendu tout là-haut des montagnes pour venir en France et qu'il était un berbère des montagnes, un kabyle. Alors j'ai fait cette chanson, et d'ailleurs, je dis dans la fin de ma chanson, quand les générations auront évolué et qu'un fils lointain posera la question d'où il est, d'où il vient, son père lui chantera la chanson du Kabyle. Même si c'est du passé, je descends d'un berger. Je descends d'un berger. Pourquoi je suis venu à étudier les musiques de mon pays, plus précisément la musique de ma région, qu'est la Kabylie. C'est peut-être une façon pour moi de me rattacher, de me ressourcer, de revenir à ma culture. Je vous dis que je suis en France depuis 58, ça fait maintenant longtemps, et à un moment j'ai senti le besoin donc de replonger moi-même dans ma culture. On chante parce que c'est une nécessité. Le chant a une fonction bien déterminée. On chante parce qu'il y a la naissance d'un garçon. On chante parce que le fils se marie. On chante pour bercer son enfant, en garçon ou fille. On chante parce qu'il y a un mort. On chante parce qu'on travaille, à la maison ou à l'extérieur d'ailleurs. Les femmes chantent aussi lorsqu'elles sont à l'extérieur, quand elles travaillent. L'émigration familiale est récente en France, l'émigration familiale maghrébine et l'émigration familiale kabyle est très récente. Ce n'est que depuis une vingtaine, voire 25 ans peut-être, que les hommes algériens, les hommes kabyles viennent avec leurs femmes ou étant déjà là, font venir leurs femmes et leurs enfants.
ou seulement la femme, et ils font les enfants ici. Donc, il y a une transplantation de la cellule familiale ou de la famille qui fait que, ici, le savoir est différent, les pratiques sont différentes, et souvent, la femme se trouve un petit peu en arrière de la société, et rien ne vient valoriser son savoir, sa pratique, ses traditions, et de ce fait, elle prend le temps elle-même de s'intégrer, d'essayer de s'en sortir dans cette société nouvelle, qui fait que, eh bien, elle n'a pas le temps, dans un premier temps, de chanter, et dans un deuxième temps, eh bien, elle est happée par la nouvelle société. La transmission de la culture, en fait, c'était au quotidien, ma mère, elle me, c'est sûr que des fois, il y avait des cours de morale, tu sais, moi, il fallait pas regarder les garçons, il fallait pas, tu sais, ces choses-là, elles sont pas, je veux dire, c'est des choses qu'on t'inculque. J'ai pris le côté positif, tu vois, j'ai rejeté ce dont je ne voulais pas de notre culture. Et les côtés positifs, c'est-à-dire la littérature, la poésie, le chant, les bijoux. Moi, je veux dire, j'ai pas une collection de bijoux berbères, mais j'ai plein de bijoux berbères. Là, pour moi, je les trouve beaux, mais ils représentent aussi beaucoup de choses, tu vois. Ce que je refusais, c'était l'emprise sur les femmes. Je veux dire, je refusais d'être soumise, d'être. J'avais pas envie. C'était un joug, tu vois. La famille, c'était vraiment un joug. Et moi, je voulais pas. Je veux dire, même dans la vie, je voulais pas être manipulée. Je voulais pas qu'on décide pour moi. J'ai jamais voulu de tout ça. J'ai toujours refusé tout ça. Un truc type, tu vois, je sais pas faire le couscous. Et pour moi, le couscous, c'est pas parce que je veux pas l'apprendre. Ça a été un refus. Ça a été un refus de pas vouloir faire le couscous parce que j'ai le souvenir que ma mère, tu vois, quand elle nous disait toujours que quand on allait se marier, fallait savoir faire le couscous pour son mari, tu vois. Et de par ça, j'ai toujours refusé d'apprendre à le faire. Mes parents, ce qu'ils espéraient, c'était qu'on reste avec eux jusqu'à ce qu'on se marie, tu vois, traditionnellement. Alors que moi, je veux dire, il n'était pas question que je reste comme ça chez mes parents, enfin, je sais pas, c'était sans avoir aucun désir, sans avoir aucune envie de vivre. J'étais vraiment un légume, quoi, tu vois. C'était l'école, la maison, l'école, la maison. Après, c'était le boulot, la maison, le boulot, la maison. Mes parents, ma mère, parce que c'était plutôt ma mère, elle a éduqué les garçons autrement que les filles. Et eux, par exemple, ils avaient les clés de la maison. Ils avaient les clés de la maison qui, pour moi, étaient un symbole, tu vois, que nous, pas. Alors que moi, j'ai un frère qui a 5 ans de moins que moi, tu vois, et lui, ils avaient les clés. Moi, j'étais l'aîné des filles. J'ai un grand frère, ensuite, moi, je suis l'aîné des filles. Et nous, on n'avait pas les clés. Et pour moi, ça voulait dire beaucoup de choses. Je suis partie de chez moi, à l'âge de 18 ans. Et je suis partie comme ça, du jour au lendemain. Ça a été vraiment, je me rappelle, c'était en décembre, c'était un soir d'hiver. Et je suis partie c'était vraiment du jour au lendemain, mes parents, sans rien dire, ni à mes autres sœurs, parce que bon, j'en voyais pas l'intérêt. Mais en plus, ça a été dur, tu vois, parce que tu pars comme une voleuse, tu vois. C'est bizarre, parce que tu pars, parce que bon, t'as rien volé à personne, tu vois. Au contraire, tu pars pour prendre, toi, ta liberté. J'ai connu la Céda avant. C'était le premier festival de théâtre berbère. J'avais lu par hasard, parce qu'à l'époque, je travaillais à la mission des grands projets d'architecture et je faisais la revue de presse. Donc tous les matins, je lisais tous les journaux, tous les mensuels, tous les hebdos. Et j'avais lu, c'était donc dans l'IB,
dans Libé, ils avaient annoncé donc ce premier festival de théâtre en berbère. Et moi, ça m'a interpellée parce que c'est ma culture. Et puis bon, du théâtre en berbère, je veux dire, ça m'a fait vachement plaisir. Je me dis, tiens, c'est génial, c'est une superbe initiative. Et c'était au Théâtre des Amandiers à Paris, dans le 20e, et donc j'y suis allée. Et c'est comme ça que j'ai connu l'ACB. Mais je suis allée en spectatrice. J'ai été voir quelques pièces, et puis bon, moi, je suis repartie. Je suis allée toute seule d'ailleurs, parce que je connaissais personne qui comprenait le berbère. Nous, du fait qu'on soit né en France, qu'on ait vécu en France et qu'on est quand même d'une autre culture, on a une autre sensibilité et on a quand même mélangé les deux cultures, tu vois. On en a fait qu'une des deux, on en a fait, enfin moi, à mon niveau, des deux cultures, j'en ai fait qu'une et c'est la mienne. Vers 14-15 ans, j'avais commencé à l'adolescence. En fait, c'est cette identité algérienne, le pays d'où venait mon père, sa langue aussi, que je ne savais pas, puisque que je n'ai pas appris, puisque ma mère est française. Ça a commencé à m'intéresser, et donc à la bibliothèque du lycée, de la ville, j'ai été prendre et commencer à lire quelques auteurs maghrébins. Un des premiers livres que j'ai lu, c'était celui de Taoussa Amrouche, qui était un recueil de poésie et de proverbes kabyles. J'ai toujours eu en moi, malgré les apparences comme ça, où j'étais totalement, j'ai l'air totalement française, toujours eu le sentiment, intérieurement, que mon père m'avait transmis beaucoup de choses. C'est pas évident quand c'est le père qui a une culture autre ou une langue autre, parce que il travaille, il n'est pas à la maison. C'est vrai que j'ai été surprise de constater que quand même il m'avait transmis pas mal de choses, peut-être dans sa façon d'être avec les gens, sa façon de se tenir aussi face à la vie. Je suis revenue à mon père en passant par les livres. Il a fallu que dans les livres, je découvre ou que je comprenne, que j'ai les clés un petit peu de tous ces comportements, et puis que je sois fière, que je devienne fière. Je veux dire, de ce qu'il y avait. Oui, les Algériens, ils avaient une culture, ils avaient une langue, ils avaient la poésie, bon voilà, pour avoir le courage, je sais pas, de lui parler, de lui demander. Donc j'ai commencé à... Bon, je ne disais pas que je lisais des livres d'auteurs maghrébins, parce que le livre, il n'aurait pas compris, au sens... ça ne devait pas passer, ça ne devait pas passer par là, ça devait passer par la parole. Je me suis rendu compte que les gens de notre communauté achetaient des cassettes dans un réflexe identitaire. D'abord, ils avaient envie de revoir leur Kabylie. Tout ce qui leur rappelait leur Kabylie était bon à écouter, était bon à prendre. Seulement, il y avait un problème, c'est qu'entre ceux de la première génération et ceux de la deuxième génération, du fait de la difficulté du langage et de l'autre forme d'enracinement qu'ont les jeunes de la deuxième génération, le pont ne s'établissait pas toujours. Le papa et maman écoutaient Slimane Azam, Al-Awaz Européen, Cheikh Al-Hasnaoui, Yahya, ça leur rappelait leur Kabylie, c'était l'histoire de l'immigration, c'était leur vécu à eux, qui était tout de suite reformulé sous forme agréable, donc musicale. Bon, le garçon, lui, était déchiré, parce qu'entre ce qu'il apprend à l'école, les jeux qu'il avait avec ses copains dans la rue, il avait peut-être une autre forme de réalité. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait une manière de les attirer, c'était avec l'aspect esthétique musical. Moi, je suis arrivé, et les gens donc, de ma génération qui ont fait comme ce que je fais, comme j'ai fait, ont fait de la musique plus ou moins moderne, beaucoup plus accessible à une oreille, disons, universelle. Et il y a un texte qui était sous-jacent, traditionnellement parlant, il rappelait la tradition aux parents, et il y avait une musique qui n'était pas très rébarbative à l'oreille des jeunes. Donc, j'ai remarqué que plusieurs fois, ça avait établi, disons, des espèces de ponts de communication entre le père, la mère et les enfants.
une espèce de dialogue qui s'établit. Ça, je le ressens au fil des galas que l'on fait, où les gens viennent en famille parler. Bon, ma fille, à 4 ans, elle chante ceci, elle me dit, papa, je comprends pas, qu'est-ce que c'est. Ça, c'est vraiment des histoires que j'entends comme ça au fil des années. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un rôle assez important à jouer là-dedans, vis-à-vis des gens. Et le deuxième rôle important à jouer, parce que tu sais, à l'époque, on se sentait facilement investi de missions. C'était l'époque des grandes révolutions. On accueillait Castro, on avait un œil sur le Vietnam, on était plus ou moins révolutionnaire, engagement, on essayait de transposer des idéologies politiques sur notre culture. C'était vraiment le bouillonnement. Et donc, nous sommes investis de toutes ces missions-là. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un rôle à jouer au niveau de l'immigration pour essayer de relégitimer un petit peu la culture, de la sortir du ghetto. Quelle sorte de café, quelle sorte de quartier où elle a pignon sur rue, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la faire évoluer un petit peu, de la sortir de ce ghetto. Donc nous avons essayé. À ce moment-là, je me suis mis en contact avec des tourneurs, des producteurs, des choses comme ça. J'ai fait pas mal de festivals, de galas, où à chaque fois, je présentais, si tu veux, la chanson berbère en général. Tout en chantant en kabyle, donc notre quotidien, le vécu, ce que nous ressentions et tout ça. C'est peut-être une noble tâche, mais au fil des années, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça non plus en fait, parce que sortir du ghetto, c'est bien. Avoir existé aussi, c'est bien. Avoir eu ces mythes, les Jugurtha, Massinissa, avoir eu une histoire, c'était aussi bien. Mais je me rends compte de plus en plus que l'essentiel, c'était d'exister puis d'être maintenant partie prenante de la pensée universelle. Fatma Mansour était peut-être plus universelle que ne l'était Taous. Taous est plus archaïque. Elle m'a passé le sens de cet archaïsme, si tu veux, qui est tellement précieux, tellement important. La grand-mère, comme disait Taous, la phrase n'est pas de moi, tenait d'une main le passé et de l'autre ouvrait une porte sur l'avenir. Je suis né kabyle, berbère, algérien, mais surtout citoyen du monde, lié et relié par la parole de mes semblables. Je suis d'un petit village de Kabylie, entre Sétif et Bougie. Pour ceux qui connaissent, c'est Benishbana. J'ai grandi sous les étoiles et les figuiers, sevré d'histoire, de contes et de berceuses. Mon village, certes, n'est pauvre. Il faisait un temps de faim de ventre affamé, quand ailleurs il ne faisait qu'un temps de chiens hurlants. Ma mère, pour apaiser ou parfois guérir la terrible faim qui tenaille, elle se mettait à chanter au rythme de la derbouka de nos ventres. L'hiver, on mangeait la neige, le froid nous réchauffait. Ma Kabylie est une misère riche de famine. Dans ce pays, rien ne s'écrit. Il n'y a trace de rien. La bouche est mémoire. Et les histoires telles des fruits poussent aux branches des arbres ou dans les collines sauvages. Les mulets en sont chargés. Ici, on ne s'occupe d'aucune littérature. L'écrit est de toute évidence parole. La parole est à l'oral, ce que l'oral est à l'oreille. La mémoire à l'armoire. C'est ainsi qu'elle est à mes yeux une bibliothèque immense, sans livres édentés, vieillie, jaunie, décrépie, blanchie, balbutiante, mourante comme un coucher de soleil, mais vibrante, attissant le feu du canoun avec ses doigts de braise. C'est Djida grand-mère, la faiseuse d'histoire et de contes en tout genre. La communauté berbère de Paris n'a pas l'expression culturelle qu'elle mérite. Nous, on avait une responsabilité peut-être qu'on n'a pas assumée. La responsabilité, c'est qu'on n'a pas fait comme Katabiassi. Dès que le spectacle nous a pris, dès qu'on a eu un profil de carrière différent, on a suivi cette carrière et on n'est pas resté enraciné chez les gens qui n'avaient pas des codes culturels. C'était trop dur, trop difficile peut-être, mais c'est comme ça.
الروح بالي استيري فسان حين الحباب دي السلام يا وقاذي غي حملان ما ثلاث غزي العمار يا تنوغ الغرفة وروان ما